Você que vai passar? Eu já posso começar? Erepecoema, Satirario Mitawaro Aina Altacico Kama, Indira Komitsaku Kama Tataia, Tsawatsuri Santo Antônio do Içara, Tamaquara, Amazonas, Etseutsu Komitsaku Kama Umutsaraka, Umutsara Kuch, Ewati, Iawati Itsuatsumuki. Uepequarati Itsuatsu Puraraka Iawatimuki. Itsuatsu Piatsui. Ima Iawati Iapai Iapana Paranaka. Itsuatsu Kumitsui. Erura Ima Iapai Iapana Paranaka. Amua Maritipatsa. Maritipatsa. Tsatame meteuka. Tsaukura upimaka. Tsaikara uni tipapuka. Tsadinda uni nuapuka. Maritipatsa. Tsatirara quaquaio. Bom dia. Bonjour, je suis le professeur Altassi, mon nom autochtone est Kokama, Tataïa. Je suis de Saint-Antonio de Sá, en Amazonie, au Solimões. Et je vous ai raconté deux petites histoires pour vous mettre en contexte ce dont je vais vous parler maintenant. Tout d'abord, l'histoire de Djaboti, d'Oviade. Donc, ils se sont rencontrés et ils ont fait un pari pour ces deux animaux, pour courir jusqu'à la rivière, jusqu'au fleuve. La deuxième histoire est une petite devinette. Qui suis-je? Je n'ai pas de maison, je dors n'importe où, je chante lorsque le fleuve est plein et je me tais lorsque le fleuve, la rivière, est sèche. Qui suis-je? Bacurau, qui est un oiseau typique du Brésil, d'Amazonie. Et avec cela, je vais donc partager ma présentation en deux parties, trois, puisque j'ai déjà commencé à parler. Alors, pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis en portugais maintenant, et ensuite ce que je vous dis. Alors, je vais donner l'exemple, je vais l'illustrer. Pourquoi? Parce que je ne parle pas français. Et moi, j'aimerais beaucoup que ce message arrive jusqu'à vos cœurs. J'ai oublié mes lunettes. J'en ai besoin. Je m'excuse, dans le sac blanc. J'ai vraiment besoin. Voilà, résultat d'années d'études avec la bougie. Voilà, et ma vue baisse. Alors, l'appel ancestral. L'appel ancestral de la décennie internationale des langues autochtones décrétée par l'UNESCO pour la décennie 2022-2032 inclut la proposition d'un renouveau épistémologique et méthodologique en matière de connaissance des langues autochtones. Il est important de souligner que les langues autochtones doivent d'abord être pensées dans leurs propres termes et non du point de vue des institutions et des conceptions non autochtones. Nos pensées s'étendent dans toutes les directions.
Nos mots sont anciens et nombreux. Et nombreuses d'entre elles sont vraiment très anciennes. Nos mots nous viennent de nos ancêtres. Mais comme les Blancs, comme les non-autochtones, nous n'avons pas besoin de peau imagée pour les empêcher de s'empêcher de notre esprit. Nous n'avons pas besoin de les dessiner comme eux le font. Et ce n'est pas pour cela qu'elles disparaîtront, parce qu'elles sont gravées en nous. C'est pour cela que notre mémoire est longue et forte, comme l'affirme David Kopenawa à propos de la relation entre la langue autochtone et la mémoire. Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir les concepts autochtones de langue, comme la notion de langue-esprit, afin de valoriser efficacement les épistémologies amérindiennes, car la langue se configure comme une logique de pensée dans la lignée du chamanisme, du mythe et d'autres instances fondamentales de l'expérience des peuples autochtones, comme l'ont souligné des auteurs tels que Lévi-Strauss. Le concept de langue-esprit a servi d'opérateur ontologique qui guide les activités du groupe de travail pour la décennie internationale des langues autochtones au Brésil. Depuis le lancement de la diffusion en direct de la décennie des langues autochtones en août 2021, le groupe de travail a promu le plan d'action national qui explique les objectifs, les buts, les actions et l'organisation au Brésil avec la création du le groupe de travail national pour les langues autochtones, plus 2 autres groupes de travail qui attirent l'attention sur les formes peu documentées de la diversité linguistique amérindienne dans le pays, le portugais des peuples autochtones et les langues des signes autochtones. Le travail de la décennie au Brésil est également capillarisé et représentatif grâce à la création de groupes de travail régionaux et d'États, au niveau des États. La première réunion du groupe de travail national s'est tenue à Manaus l'année dernière et la deuxième réunion aura lieu en juin dans le territoire autochtone de Terena sur le thème « Sur le terrain du territoire, l'esprit de la langue reboise les esprits ». L'imbrication de la langue et de l'esprit est à la base du concept de personnes autochtones chez de nombreux peuples amérindiens. Par exemple, la parole am-nye fait référence à la part divine présente dans chaque Guarani Mbia, qui remonte au temps des origines racontées sous forme des belles paroles, et au lieu du cosmos d'où chaque individu du peuple est originaire. Même la langue quotidienne des Mbia recèle le pouvoir des moments créatifs, car des mots comme porin, par exemple, expriment non seulement la beauté, mais aussi la composante impérissable et transcendante que l'on peut trouver dans le monde. La langue esprit est la langue des Tekojara, qui sont les gardiens des modes d'existence sur les terres autochtones. Et elle est présente dans les langues autochtones, dans la manière dont elles communiquent avec le vent, avec la pluie, avec les montagnes, avec les animaux, les plantes, les rivières. Et ainsi, la langue est un territoire, car les forces qui maintiennent les territoires autochtones se manifestent également dans les formes linguistiques. Les langues spirituelles sont des langues enchantées, comme les langues des peuples autochtones du nord-est du Brésil. Les locuteurs de référence de ces langues ne sont pas des humains, mais des ancêtres devenus des existences plus qu'humaines, des enchantés. Malgré la violence coloniale qui met en péril la transmission intergénérationnelle de la langue, les langues amérindiennes continuent à se transmettre cosmologiquement dans les relations entre les peuples autochtones et les maîtres enchantés à travers le complexe rituel de la science autochtone. Dans le contexte rituel, la dimension du secret prévaut car il s'agit de l'ensemble des connaissances du peuple
du peuple sauvegardés par l'ascendance, ce qui inclut la langue. Ce sont les enchantés qui régulent la circulation des énonciations. Ils enseignent de nouveaux mots, ils établissent des tabous linguistiques, ils autorisent l'usage en dehors des cérémonies et plus récemment, ils provoquent des soulèvements et de renaissances de langues ancestrales. Ils sont donc des agents actifs d'une cosmopolitique linguistique. Il est donc nécessaire d'élargir les concepts de locuteur, de transmission et de vitalité linguistique pour y intégrer les cosmologies et conceptions autochtones et les conceptions métalinguistiques également. Les langues amérindiennes, comme les langues spirituelles, sont des langues chamaniques, des formes de communication et de guérison. Ce ne sont donc pas seulement des langues parlées. La parole dite modale n'est pas la seule et principale façon de réaliser de phoner. Ce sont des langues soufflées, murmurées, respirées, chantées et sifflées. Comme exemple, nous avons les Hupda du Haut-Rio Negro, par exemple, qui peuvent être considérés comme des personnes souffles qui auparavant étaient des voix animées par le Créateur, à l'instar de la bénédiction du Beiju qui est soufflée pour fortifier et pour protéger le nouveau-né. Tous les voyages sur le territoire Hupda sont racontés par des mots entrecoupés de souffles qui garantissent la sécurité du voyage et le transport du chaman et du chaman le long de la route où se trouvent les maisons des êtres invisibles avec lesquels il doit négocier pour passer. La langue soufflée est aussi quotidienne et vitale que la langue parlée. Compte tenu de ce qui précède, nous devons sauvegarder toutes les langues dans différents états de vitalité. La revitalisation, les langues à transmission intergénérationnelle interrompue, la vitalisation, les langues à faible transmission intergénérationnelle, des langues en reconquête, en liaison avec les reconquêtes de territoires qui sont les principaux documents des langues autochtones. Il est donc nécessaire ainsi de promouvoir le statut des langues à travers la planète, d'investir profondément dans le plurilinguisme, d'être la bannière de tous les peuples dans leurs langues respectives. Nous espérons également que les conceptions des langues occidentales puissent ouvrir un espace aux langues-esprits, aux territoires sacrés de tous les peuples autochtones de la planète. Eu gosto de falar em pé. J'aime parler debout. Eu quero um som bem baixinho. Baixinho, mais baixo. Vai aumentando, vai vai baixando até ir embora e começa a batida. Essa aqui é a Oui, ça c'est la première partie. Donc il commence à savoir jouer ces instruments pour pouvoir faire de la musique et les icaros. Alors ensuite c'est notre prochaine, on passe. Voilà. Donc là, après, il chante et il parle la langue en racontant des histoires, en racontant des devinettes, en parlant dans des espaces
que nous avons choisi comme étant sacré pour que la langue puisse être parlée, parce que nous sommes entourés de la langue portugaise. Et donc, ils vont à l'école, chez eux, ils vont être exposés avec les médias, avec l'exposition de la radio. Donc, la langue portugaise, elle est partout. Là où la langue se manifeste, c'est un lieu sacré et ce sont des lieux choisis pour qu'elle se manifeste. Et l'un des lieux est le championnat de la langue Kokama. C'est dans ce championnat et qu'il y a des jeunes, des enfants, des bébés, des anciens, d'autres communautés qui se retrouvent là-bas pour parler du comment fortifier et renforcer la langue dans chaque communauté, qu'un jeune puisse parler avec un jeune, autre jeune d'une autre communauté. Et l'un voit chez l'autre et prend possession et renforce son identité et notre parole également. La suivante, voilà. Et donc là, on a donc les épistémologies autochtones qui englobent la langue esprit pour la récupération, revitalisation et le renforcement également. Et je pense que l'un des points principaux, c'est donc par le biais des idéophones, c'est très marqué dans tout processus de langue parce que c'est très peu documenté, hein, et ceux qui le documentent, en fonction de d'où c'est documenté, la personne peut ne pas avoir accès à certains idéophones qui ne sont que dans les mains du peuple, hein, qui pourraient les documenter également. Donc voilà, c'est voilà ce que je voulais vous montrer. Nous renforçons, nous reprenons la langue par le biais des Ikaru. Et là, nous avons également le peuple Anacé. C'est une langue en récupération. Notre langue ne l'est pas. Elle est en processus de vitalisation. Pourquoi nous sommes en processus de vitalisation et non de revitalisation? Parce que nous avons des locuteurs. Nous avons des locuteurs au Brésil, mais au Pérou également. Et notre partenariat avec le Pérou a été très important pour les Kokama du Pérou, les anciens du Pérou, pour le fait que nous fassions ce travail. Parce que eux, ils sont disposés à être avec nous, comme ma grand-mère qui a 104 ans. Elle est la matriarche de notre mouvement. Donc, c'est Mamie Marcine, Vovo Marcine. Je n'ai plus de mère ni de père. Et donc, elle a 104 ans. C'est notre matriarche, notre support. Je n'ai pas apporté de vidéo d'elle qui parle parce que ça prenait trop de temps. Et je voulais effectivement vous montrer cette vidéo d'Anacé, comment ce peuple récupère cette langue du Nord-Est. Agora, vai. Olha, uma das primeiras palavras encontradas do povo Anassé, e eu não sabia. Aí o nosso professor pediu para mim fazer a maneira de como se pega um peixe no choque. E depois ele me perguntou como era o nome do choque. Aí eu não sabia. Aí eu estou falando com o Nico que estão criando sozinho as suas imagens para encontrar as suas palavras também sozinho. Por exemplo, sempre os nomes que se dão às coisas é o que se Je usa. traduis quand même ce qu'on entend, mais vous pouvez enlever le son si vous voulez écouter l'original. C'est la parole de l'interprète. Alors, par exemple, ce que nous connaissons, d'accord, le choc. Donc, lorsque je fais ce mouvement, d'accord, je le lève en l'air. OK, ça fait ce son-là, OK? Ou alors, un autre son. Donc, choc, c'est un autre. Là, il fait chou. Et alors, quel est ce mot? Voilà. On essaie de traduire comme on peut. Agora, vai. Alors, voilà, ici, c'était pour vous montrer quelques exemples. Tout le monde ne le fait pas comme ça parce que chaque peuple a sa dynamique et voilà, c'est la façon de reprendre une langue, de récupérer une langue. Ici, j'ai pris le toré parce que dans le nord-est, nous avons des rituels. Un toré réveille un autre toré parce que c'est une manifestation spirituelle. Alors, plusieurs peuples du nord-est font la même chose avec le toré parce que tout le monde ne commence pas en même temps qu'un autre. L'un éveille l'autre et maintenant c'est un réseau de renforcement, de récupération et reprise des langues de Nord-Est. Nord-Est a été le premier lieu que les
premier endroit où les envahisseurs sont arrivés, d'accord? Et donc là, nous avons pour la documentation, donc le dictionnaire multimédia d'idéophone, idéophone de la forme dans la forme orthographique et phonétique, description des propriétés acoustiques et perceptuel de l'idéophone, le commentaire ethnographique sur le contexte culturel où s'insère l'idéophone comme un artefact, le récit, la communication et la désignation d'espèces, des vidéos avec donc l'exécution de l'idéophone, des cartes didactiques, etc., avec des images. Et voilà, et donc chaque point est illustré. On peut passer, s'il vous plaît. Là, je termine un petit peu cette partie. Je voulais vous montrer comment ceci en linguistique s'exprime, hein, ce que nous faisons au Brésil. Voilà. Ensuite, la prochaine, s'il vous plaît. Merci. Yutsurupaki. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ça marche? Très bien. Je suis très honoré, très heureux de cette invitation et de cette occasion de rencontrer les collègues brésiliens et brésiliennes surtout pour cette journée qui me tient particulièrement à cœur puisque le thème est la question de la langue, de sa préservation, et je travaille sur un groupe d'Amazonie brésilienne qui s'appelle les Troumai, qui habite dans le Mato Grosso, dans la terre indigène du Xingu, qui a la particularité, comme l'a dit André Alous en introduction, d'accueillir en son sein une dizaine de langues différentes issues de 3 grands troncs linguistiques d'Amérique du Sud, plus les Troumai, le Troumai étant une langue isolée représentée par l'arbre du Buriti dans l'exposition de Dayara, un très bel arbre solide et noble comme il est marqué dans cette représentation de cette famille linguistique qui ne compte plus qu'un seul représentant aujourd'hui. Et les Troumai sont assez intéressants et assez emblématiques malheureusement de la situation passée ou présente de beaucoup de sociétés amazoniennes qui ont subi de plein fouet le choc, la violence de la conquête coloniale, directement ou indirectement. Ils sont arrivés dans cette région tardivement, sont les derniers arrivés dans cet ensemble plurilinguistique du Haut-Xingu au XIXe siècle. Et il est assez miraculeux que les Troumai continuent d'exister comme une unité sociale et linguistique. Par exemple, en 1938, ils ont été décrits comme au bord de la disparition et de l'acculturation par l'anthropologue américain Buell Quain, qui a gardé des photos qui ont pu être rendues aux Troumai avec les notes et les descriptions de Buell Quain grâce aux anthropologues du Musée national de Rio. En 1966, lors du terrain l'enquête d'ethnolinguistique de Hormono Becklin, il n'était plus que 26 individus, enfants compris. Et parmi eux, il y avait des femmes, des épouses Aweti et Souya. Et aujourd'hui, la récupération démographique est importante, mais les Troumai sont esparliados, sont distribués dans différents... Excusez-moi, j'ai entendu beaucoup parler de portugais, ça m'a confus. Dans différents villages, et la langue est effectivement dans une situation critique. À mesure que les personnes les plus âgées disparaissent, la langue est de moins en moins transmise. La communauté de parole dans chaque village, il n'y a plus que 2 villages où on parle quotidiennement aujourd'hui. Et on compte 20 locuteurs seulement aujourd'hui. Donc je n'ai pas le temps de vous donner des exemples de l'intérêt ou la beauté de cette langue, mais j'ai appelé hier Wari Troumai, qui est le représentant, qui a une 60aine d'années, qui est le représentant du village de Três Lagos, qui s'appelle aussi Petaushnoki, parce que au moment où il a fondé ce village, il m'a demandé « Je veux un village le plus loin possible de tous les autres Indiens du Haut-Xingu. Comment dans ta langue on dit un village inatteignable ?» Et donc j'ai dit Petaushnoki. Ça n'a pas pris complètement, il s'appelle aussi Mokoretop ou Três Lagos. Et donc j'ai appelé Wari pour lui expliquer que j'allais parler au Collège de France en présence de collègues et de personnalités puissantes du Brésil sur la question de la langue, que Sonia Guajajara serait là. Elle n'est pas là malheureusement ce matin, je suis très déçu.
et que c'était l'occasion pour lui de dire qu'est-ce qu'il pensait de la situation de la langue, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc j'ai enregistré et traduit un extrait. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo parce que Internet n'est pas suffisamment rapide dans son village, mais on a eu un audio WhatsApp que je vous fais écouter. Donc ça, c'est Wari il y a 20 ans. Ayashi Iwan Orlopne Kakda de Tameniwan Kalekaina Mihak Iwan Ki Patsakwan Ki Ashukan Amike Awan Amiletsi Sitaukan Sikwanta Sahup Daintas De Anis Isnesukan Ahup Ayin Tawaimit kan Daintas Sukan Ahup Yenuk Ami Kale Yuan Patsak Amiki Pukimane Hapaklede Amitak Yumane de Arroz Bandiet Adorkuan Amitak Apakluan Amitak Yenukit Apaklede Yumane Malokan Putuai Kiwan Nakwanek Awan Homa Eta Sipantas Awan Upak Ele awan Datipiki Ele awan Pomak Teani Letsi Yenuk Manlo Putuai Takwanek Awan Homa Sipantas Yenuk Kami Eta Arroz Pawan Patsak Nushitde Arrozwan Amitakwane Awan Amiletsi Awan Uptak Yumanen Yenuk Eledeu Deani Wantakenes Deani Wildate Ukanakwanik Te Hatenu de Waimikinakwanki Yaunik de Putuaikewan Hatke Nisde Keptat Nakwanki Ale Deani Swan Pomtakenes Wan Solar Yenukan Puhimana Paklede Ale Awanami Pushukat Katkeki Nakwanek Awanekmin Akosman Homa Amit Ketakwane Awanami Leti Mukelke Amileti Len Wanami Muketsi Kwaskandela Nae Yenuk Kisne Puhimane Pakledeka Nushut de Kale Mungkin kita pilih awan, mungkin ke pastel letilen de awan suket si kuaskat nela. Tetetak dawan, janis de pom taketak awan, yenuk. Eletsi suka, asukak su patsa ke ayinta amalki, amiki, ahu pele awan datipiki. Yenuk tiet, asu ke ami upukan. Ami hupukan awan amileti yentit awakadema puhukan sipantas ahup aitenat ke au ta etila muate amun kiwanate huptake yenuk enamit ke iwan patsak yenuk yadami On pourrait croire au premier abord qu'il s'agit d'un discours qui survalorise une forme de traditionnalisme, de maintien de l'identité pour elle-même dans le temps. Il y a effectivement dans la conception locale de ce que c'est que faire la fête, faire un rituel, une référence dans le discours du chef traditionnel à ce que faisait le grand-père et avant lui le grand-père du grand-père. Néanmoins, je crois que ce serait une erreur de se concentrer là-dessus. Ce qu'il faut aussi, je crois, éclairer, c'est que quand il parle de langue, il se met aussitôt à parler de certains genres particuliers, comme la mythologie, et d'un certain registre d'action particulier qu'est la fête rituelle. Il traduit rituel d'Eani par le mot fête, puisque c'est d'abord faire la fête, ça veut dire se réjouir. On le dit, Yahup da pom de Anileti, on se réjouit, on se agrada en portugais, en faisant la fête.
Donc ça rejoint ce qu'on a entendu à l'instant avec Aotasi, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas la préservation d'une langue pour elle-même, au titre d'un trésor vivant, du patrimoine vivant de l'humanité, c'est la langue dans sa multiplicité de registres d'utilisation en tant qu'elle est... elle ouvre la possibilité de la transformation de soi, de l'autre, la possibilité de l'interaction, et dans le contexte pluriethnique du Haut-Xingu, avoir une langue en soi à exhiber comme étant la sienne propre et une condition du jeu interethnique. Donc maintenir sa langue, c'est maintenir la possibilité d'exister socialement par le jeu du rituel, en particulier ce rituel-là qui s'appelle le Javari, qui met en scène de manière simulée une guerre. Donc je saisis, après plusieurs années à travailler avec les Troumailles, l'extrême importance pour eux de préserver une langue vivante, et pas seulement une langue, comme je l'ai dit, mais une pratique, une série très riche et transformationnelle de pratiques discursives. La question est de savoir comment faire. Et je n'ai pas la réponse, et lui non plus. Merci à vous. Bom dia, é prazer. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec tellement de collègues de l'Académie, autant de collègues et du monde autochtone qui parlent sur ce que la linguistique a fait au Brésil. Pour donner un exemple de ce que la linguistique, l'anthropologie, pour donner un exemple qu'elles peuvent travailler ensemble. Je vais prendre 10 minutes, mais c'est très court. Mais mon objectif est de montrer que l'étude et la comparaison des études autochtone est toujours une tentative de reconstruction des Amériques qui est toujours encore à faire et c'est central. Et donc, nous utilisons pour cela un bref exemple de termes de parenté, des mots utilisés pour désigner des proches dans 4 branches de la famille Tupi. Et donc, la famille Tupi n'a pas seulement donc le terme. Je vais parler des termes de parenté dans ces branches et que nous pouvons apprendre sur le passé en regardant les langues d'aujourd'hui. Alors, les articles qui ont été publiés en 2019 dans le bulletin de musée paraense Emílio Gueldi du Pará, donc le volume organisé par Birchall et Dossier, en 2019, sont donc, c'est de là que nous avons tiré les sources de nos informations. Alors, pour vous parler des langues, les langues encodent les cultures par le biais de concepts. Et la terminologie de la parenté dans les langues indigènes parlées aujourd'hui reflète en partie les langues et cultures autochtones du passé dont elles sont issues. Il est par conséquent possible de reconstruire la préhistoire de l'Amazonie, l'histoire précoloniale des Amériques en se basant sur les langues. Et la linguistique historico-comparative permet de reconstruire ces mots du passé dans ces langues et en travaillant avec les archéologues et donc nous pouvons les anthropologues. Alors dans l'exemple choisi, il s'agit du proto-tupi, une langue parlée aujourd'hui. Il calcule, on voit qu'il y a 4500 ans qu'il a été créé dans l'état de Rondônia sur la base d'une comparaison des langues tupi parlées aujourd'hui. Nous avons ici la famille linguistique tupi et ce que nous savons aujourd'hui sur la relation, le rapport entre les branches, ce sont 10 branches. Nous avons Tupi-Guarani qui sont en lien dans une unique sous-famille. Ensuite, la famille Tupari, la famille Manduruku, famille Mambé et les autres ici. La famille Tupi-Guarani n'est pas représentée par une langue ici parce qu'il s'agit de 22 langues différentes.
40 dialectes, donc c'est la plus connue, hein, historiquement parlant. Mais les autres, le restant sont également, c'est important, puisque ce sont des familles représentées par une ou deux langues, souvent. Alors, en apportant ce vocabulaire de oncle parallèle, quels sont les mots pour oncle, frère du père et frère de la mère? Alors, je vais comparer Karitian, qui est la seule représentante de la famille Arikem, et Jurung, qui provient de la famille Jurun, de Yujia. Et voilà, c'est l'unique exemple, parce que je n'aurai pas le temps d'aborder d'autres exemples. Alors, nous avons ici donc quelques exemples dans ce cadre, n'est-ce pas? Nous avons en 3 et 4, nous avons les paroles pour père et mère en Karitian. Et donc, sub et ti, ce sont les mots lorsque une femme appelle sa mère ou son père. Alors, si nous voyons 1 et 2, 5 et 6, là, ce sont des termes pour oncle. Et les oncles, frères de la mère, qui sont en 5 et 6, donc les paroles pour ces oncles sont composées de mère, d'accord? Et donc c'est mère plus âgée, mère grande, mère petite, petite mère, grande mère, mère et fille. Et donc les termes pour père, numéro 2, ils sont composés de la parole, du mot pour père. Et donc l'idée, c'est que les oncles parallèles, l'oncle du père, c'est un type de père, et la sœur de la mère, c'est un type de mère. Et ceci exprime une vision du monde de ces peuples, et nous pouvons le voir au travers de la langue. Alors, Karitian, c'est de Rondiana, et donc Juruna, que je vais vous montrer maintenant, c'est une langue tupi de Xingu. Et donc, elles sont bien séparées l'une de l'autre, mais elles sont venues d'une même langue mère, et les mêmes processus se retrouvent ici. En Juruna, nous avons le terme pour père en 3, qui est pa, et les frères du père sont pa et Yohara et pa Isa, grand et petit également, quelque chose qu'on peut résumer comme cela. Donc le frère plus âgé ou plus jeune du père sont formés par le mot père, et la même chose en 5 et 6 pour les sœurs ou frères de la mère, donc mère et pa. Et donc, ce sont effectivement les sœurs les plus âgées ou les plus jeunes de la mère. Et donc, ça, c'est quelque chose, en regardant la littérature anthropologique, on peut identifier que ces concepts de frère ou sœur de la mère ou du père empêchent qu'une personne se marie avec les enfants de cet oncle, parce qu'ils sont des types de mère ou type de père. Et ces enfants ces cousins sont tabous. Ils ne peuvent pas les épouser. Mais les autres cousins, enfants du frère de la mère et de la sœur du père, là oui, on peut les épouser. C'est le système dravidien. Et au travers d'un simple exemple, on peut voir voyons que les langues tupi qui sont parlées il y a 4500 ans, il y avait déjà ce système dravidien. 2 langues dans des régions complètement différentes du Brésil, qui ont eu leur origine, qui ont eu lieu dans le de Tupi lui-même, ont ce concept. L'important, c'est que le Dravidiana existait il y a 4500 ans dans ce peuple proto-Tupi. Alors, nous pouvons également reconstruire, si l'on voit les mots, les racines de père et mère, on peut reconstruire ces mots en prototypie, d'accord? Donc, ce n'est pas parce que l'on peut reconstruire père et mère que l'on va nécessairement partir d'un système dravidien, mais on peut essayer de reconstruire dans toutes les langues de la famille. Alors, ici, simplement pour vous montrer qu'à Rondonia, nous avons une grande diversité des langues tupi parlées. Donc, nous avons 5 familles, 5 branches de langues tupi aujourd'hui, et 5 sont sorties de Rondonia. Alors, Gerona et Maiwe, Munduruku, Aiweti, toutes les langues tupi-guarani sont en dehors de Rondônia parce qu'elles en sont sorties. Donc la terre originelle a été Rondonia, et en comparant toutes ces langues, nous pouvons reconstruire cette histoire. L'idée est de reconstruire le mouvement de population, les contacts que chaque famille a eu avec d'autres langues au travers des emprunts que nous faisons avec des vocabulaires. C'est un travail très fastidieux que seuls les linguistes aiment faire,
mais c'est très utile pour l'interdisciplinarité entre ces deux disciplines. Au travers de cet exemple, j'espère qu'on puisse comprendre que les Caritiennes de Rondônia et Luggia de Mato Grosso ont des systèmes dravidiens et les cousins avec lesquels que l'on peut épouser, ce sont les cousins croisés et non pas parallèles. La langue le montre, d'accord? Et en gavien, et là, il y a un article que je vais mettre dans la bibliographie pour que vous puissiez le lire. Là, nous avons un homme qui va se marier, en préférence avec la fille du frère de sa mère, c'est-à-dire sa cousine croisée, qu'on appelle cousine croisée. Donc, c'est quelque chose qui a été décrit dans le système de parenté, dans ce volume de 2019. Et dans la famille Tupari, là, nous avons des termes pour des cousins parallèles qui sont des mêmes frères et sœurs. Et le thème construit pour la frère ou sœur de la mère dérive de la mère. Alors, ce sont d'autres exemples des autres deux familles, ces deux qui sont à Rondônia, où on a des systèmes dravidiens. Ce ne sont pas les seuls qui existent dans la littérature des peuples Tupi. Il existe également des peuples Oncolato, le mariage, enfin d'autres systèmes. Mais le dravidien est présent. Il a dû exister il y a 4500 ans à Rondônia. Et donc, ces faits, ces reconstructions permettent de soulever l'hypothèse que c'était présent dans la langue mère, Tupi, que Tupi était présent dans la langue mère. Et voici les références afin que vous puissiez rechercher ce volume bibliographique. Le volume 14 apparaît ici, un volume sur les parentés Tupi et également Caraïbes, qui sont écrites par des linguistes, des anthropologues, parce que je pense que c'est un modèle que nous pouvons tenter d'utiliser. Et je le propose, c'est une proposition comme une façon de faire des sciences, dorénavant, de collaborer avec les collègues français dans la mesure du possible. Et j'aimais ce souhait afin de reconstruire l'histoire des Amériques par le biais de nos disciplines. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Et je suis moi aussi très content de rencontrer tant de collègues brésiliens et indigènes dans cette occasion. Et je me trouve un peu gêné puisque je vais devoir parler, moi, à la place des gens avec qui je travaille, les Surui du Rondônia, qui, lorsqu'ils vont savoir, lorsque je vais leur raconter que tant de représentants des populations indigènes du Brésil ont été invités en France et qu'aucun d'entre eux n'y a participé, ils vont dire quand même que je suis un anthropologue de très mauvaise qualité et totalement incapable puisque je n'ai pas su les faire participer. Donc cette population, les Surui du Rondônia, avec lesquels je travaille depuis une vingtaine d'années, qui eux-mêmes s'appellent Paiterei au pluriel, parlent donc une langue de la famille linguistique Tupi-Mondé, une petite famille donc du grand tronc Tupi que j'ai resitué là sur la belle représentation que l'on trouve dans l'exposition à l'UNESCO. Si la langue Surui, Paiterkoe, notre langue à nous tous, est objectivement une langue fragile du fait d'un nombre de locuteurs relativement faible, environ 1500 tout au plus, c'est cependant, à la différence d'autres langues indigènes, une langue très dynamique et au moins à première vue. On verra que la situation est plus ambivalente que ça ne peut pas sembler. En effet, cette langue n'a jamais compté autant de locuteurs qu'aujourd'hui, au moins dans un passé récent, puisque dans les années 1970, les Surui étaient moins de 200. Et aujourd'hui, donc, on compte plus de 1500 locuteurs. Cette langue est toujours la langue maternelle première de tous les enfants qui naissent et qui grandissent sur les terres Surui, alors même que les Surui habitent très très près de la ville. Il y a une ville à moins de 50 km de chez eux. Et elle est d'ailleurs adoptée par les femmes que les Surui ont prises chez leurs voisins Sintalarga, et même par les enfants blancs ou métis que les Surui ont adoptés et élevés quand ils ont épousé des blanches. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'individus ethniquement blancs qui parlent en fait Surui. Petit nom, bien entendu.
Cette vitalité repose, bien entendu, sur la fierté qu'ont les Surwi de parler leur langue, mais surtout sur le contrôle politique qu'ils exercent sur leur territoire, sur le fait qu'ils ne laissent, ils ont un territoire bien démarqué, et sur lequel ils ne laissent s'établir aucun individu masculin étranger qui voudrait s'y installer. Et ce qui signifie que tous les conflits internes au Surwi se règlent entre locuteurs du Surwi. Et donc, si l'on veut participer à la vie politique Surwi, il faut parler Surwi. Donc, c'est sur le conflit politique, sur le conflit interne, sur la division interne, que la vitalité de la langue se maintient objectivement. Inversement, les enfants qui ont grandi à l'extérieur des terres Surwi, même s'ils peuvent avoir un père Surwi, parfois ont souvent des difficultés à apprendre le Surwi, et lorsqu'ils reviennent dans les communautés, mettent du temps avant de s'y intégrer. Par ailleurs, la langue Surwi est enseignée dans les écoles des villages, qui pour certains vont jusqu'au niveau du lycée, de l'ensino medio, avec des professeurs Surwi, et le tout en Surwi. Beaucoup de Surwi vont ensuite à l'université, au moins depuis les années 1990-2000, c'est-à-dire à peine 30 ans après le premier contact pacifique avec la société nationale brésilienne. Et les Surwi sont très contents d'aller à l'université, mais aimeraient avoir leur université à eux, et depuis plusieurs années envisagent de créer une université Surwi qui a été créée, mais ne s'est pas vraiment pleinement concrétisée. On peut donc en conclure que la langue Surwi est dans une situation objectivement relativement satisfaisante, et ce d'autant plus qu'il n'y a eu aucune politique explicite et directe de soutien à la langue Surwi, si ce n'est le fait d'avoir démarqué une terre, ce qui n'est pas rien, ce qui est le premier pas, et de financer des postes d'enseignants pour les écoles Surwi. Mais est-ce que cette situation favorable de la langue vaut aussi lorsque l'on s'intéresse aux arts verbaux, aux différents genres de discours Surwi par lesquels le savoir Surwi se transmet et par lesquels la parole se transmet? Ça, c'est beaucoup moins sûr. En effet, pour les Surwi, parler vraiment, dire vraiment quelque chose, c'est nécessairement le chanter. Le terme qui veut dire iwewa, dire ceci, lorsqu'il est utilisé concrètement dans le discours quotidien, signifie en fait que ce qui a été dit a été chanté. Et c'est très important parce que dire quelque chose vraiment, le dire de manière vraie, c'est donc le chanter, et ça suppose qu'on ait vécu ce que l'on chante. Et inversement, la preuve que l'on a vécu quelque chose, que l'on connaît quelque chose, c'est qu'on peut le chanter. Si l'on a participé à un rituel, la preuve qu'on a participé à un rituel, c'est qu'on y a chanté. La preuve que l'on a participé à un événement historique, une guerre par exemple, une lutte quelconque, c'est que l'on a chanté le récit de cet événement. Or, aujourd'hui, donc la mémoire le savoir Surwi, donc transmis par les chants. Et aujourd'hui, la plupart des Surwi, jusqu'à l'âge d'une quarantaine d'années, connaissent les chants du passé et savent les citer. Si on les interroge, ils savent en parler. Mais ils ont tendance à hésiter à les citer. On laisse les gens les plus âgés les raconter. Et surtout, on ne compose quasiment plus de nouveaux chants. Or, ce qui est important, c'est que ces chants se définissent par le fait qu'on ne peut jamais répéter le même chant. À chaque événement nouveau, on doit composer un nouveau chant. Et la preuve de la vérité d'un chant, c'est qu'il est nouveau, qu'il ne répète pas à l'identique un chant qui avait déjà été fait. La vitalité de la langue, ça serait donc la vitalité des chants et le fait que l'on continue à composer de nouveaux chants, que donc la mémoire Surwi se renouvelle et se nourrit de tout ce que les Surwi vivent. Et depuis 30 ans qu'ils sont 50 ans aujourd'hui qu'ils sont en contact avec la société nationale brésilienne, ils sont fait passer par beaucoup de péripéties,
Ils ont beaucoup voyagé, leur société a beaucoup changé, etc. Et ils auraient donc beaucoup de choses à dire et sur lesquelles chanter. À vrai dire, les jeunes Sourwis sont très avides de chanter lorsqu'on leur en fournit l'occasion. Si on les incite à, par exemple, procéder à réaliser une fête de boissons, qui est l'un des principaux contextes dans lesquels on produit des chants, ils sont tout à fait volontaires pour y participer et ils sont très fiers de produire des chants dans ce contexte. Malheureusement, les fêtes de boissons n'ont quasiment plus lieu aujourd'hui, si ce n'est s'il y a des ONG indigénistes qui viennent y inciter, c'est-à-dire qu'ils n'en sont produits plus au mieux que tous les 2-3 ans, alors qu'auparavant c'était quelque chose qui se produisait plusieurs fois par mois. D'autre part, pendant un certain temps, jusque dans les années 90-2000, les Sourwis ont inventé de nouveaux genres de chants pour décrire les nouvelles expériences qu'ils vivaient. Par exemple, lorsque des gens faisaient des voyages en ville, dans des grandes villes lointaines, lorsqu'ils se rendaient à la capitale, à Brasilia ou à São Paulo, ça pouvait donner l'occasion de composer un chant pour célébrer cet événement. Malheureusement, peut-être parce que ces événements se sont multipliés et ne sont plus si signifiants, cet élan s'est arrêté et aujourd'hui, ça ne se reproduit pas. D'autre part, les Sourwis se sont convertis à l'évangélisme dans les années 1990 pour toute une série de raisons. Ça les a amenés déjà à abandonner entièrement une grande part de leurs discours chantés, qui sont les discours chamaniques, puisque un esprit qui a été identifié aux dieux chrétiens a dit que désormais il ne fallait plus chanter les chants des autres esprits, ni même le sien, mais uniquement écouter la parole de son fils Jésus, et que ces chants étaient à la fois dangereux et moins efficaces que les prières chrétiennes. Donc ces chants ont été laissés de côté, mais la situation n'est jamais entièrement noire ou blanche. Les Sourwis, en se convertissant à l'évangélisme, ont inventé un nouveau genre de chant à partir des chants chrétiens, recyclant un certain nombre de thèmes bibliques, d'images bibliques. On crée un nouveau genre de chant qui ne correspond pas sur le plan musical exactement au genre des hymnes évangéliques, mais on composait de nouveaux chants qui s'inséraient dans les enjeux propres à la culture et à la société Sourwi, à savoir des enjeux de distinction individuelle, de raconter des expériences particulières, par exemple des rencontres en rêve avec Jésus ou avec Dieu, des messages reçus et qui étaient, dans ce cas-là, présentés à travers des chants de ce genre qui avaient été inventés. Et en ce sens, à travers leur invention de nouveaux genres de chants, les Sourwis, quelque part, subvertissaient l'évangélisme et le reconfiguraient et l'adaptaient à leurs enjeux propres. Il y a donc une belle dynamique culturelle et linguistique et esthétique dans cette dynamique. Malheureusement, ce qui était encore vrai dans les années 2000, du milieu des années 2010, la dernière fois que je suis revenu, plus personne ne chantait de ce genre de chant. Alors je ne sais pas si c'est la conséquence directe, mais les Sourwis avaient obtenu des guitares et désormais chantaient des hymnes en portugais à la guitare à l'église, parce que manifestement le genre du chant Sourwi ne s'adaptait pas à la guitare. Ainsi, il me semble qu'on peut voir que la transmission de la langue ne repose pas forcément sur des politiques explicites d'incitation, de préservation, ce qui peut être très bien et ce qui est certainement très favorable, mais peut aussi passer par des chemins imprévus. Chez les Sourwis, la dynamique de la langue, au sens ordinaire de la langue quotidienne de tous les jours,
comme j'ai dit, repose en partie sur des enjeux politiques, sur la capacité à intervenir dans les disputes et dans les conflits internes au Surui. Et par contre, cela ne suffit pas à assurer la transmission de tous les arts verbaux et de tous les savoirs qui s'y incorporent, du point de vue même des Surui, qui eux considèrent que donc les savoirs les plus importants se transmettent à travers les chants. Et là, ça passe par des chemins qui peuvent être imprévus et dont la vitalité est toujours imprévisible. Et j'espère que les Surui continueront à chanter et à inventer de nouveaux genres de chants. Et voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et on peut peut-être écouter quand même un chant, justement. Voilà, donc le premier était un chant qui célébrait la bière qu'avait produite ce monsieur qui était l'homme qui m'avait nommé et accepté dans sa maison et qui était donc de ce fait mon grand-père qui est décédé il y a une douzaine d'années maintenant. Et le second était le chant d'un esprit chamanique. Voilà. Comme nous avons beaucoup de retard, voilà, je me demandais si on n'essaierait pas. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne des prises des questions maintenant, parce qu'on est là, on est vraiment, on a 45 minutes de retard. Moi, je propose qu'on en prenne une ou deux, par exemple, rapides, si vous voulez, pour pas perdre le fil. Et s'il n'y en a pas, on peut aussi essayer de rallonger la discussion à la prochaine table ronde, ou alors poursuivre. Oui. On va prendre une question. Moi, j'apprécie ce que vous faites. Et une autre manière de conserver les langues, c'est l'utiliser dans les systèmes de commerce, de commercialisation. Dans ce cadre-là, je voudrais savoir de quel système de comptage, soit en base 2, soit en base 5, dans votre langue. Comment on compte dans nos langues? Le système de numération. Oui, le système de numération. Je ne sais pas. Fantasme, che risponde? Bon, il posso rispondere in Tulumai. En Tulumai, par exemple, il y a peu de termes, il y a peu de numéros. Donc il y a un, mihin, hush tahme, pinek telen, mihin 4. Et on voit, ça veut dire que c'est 1, 2, puis des numéros 3, c'est un composé à partir de 2. Ça, c'est deux fois deux copains. Et ça, c'est une main. Et donc voilà, il y a peu de numéros, ce qui a effectivement donné lieu, ce qui est le cas dans beaucoup de langues amazoniennes, qui a donné lieu à des controverses sur le lien entre langue et cognition des mathématiques. Voilà, c'est un vaste sujet. Est-ce que vous avez aussi des questions? Est-ce que responder sobre essa questão da numeração? Sim, rapidamente. Preso aí, que preso aí. Em relação à língua do meu povo, nós contamos até 4. Nossa base é 4. O Epe, Muku, Kamotsaparu, Kiruaka.
Mas desde o século, acho que do século XX, nós utilizamos a sequência em Quechua. Que em Quechua vai infinitamente. En Sorui, c'est à peu près comme en Troumaï, c'est 1, 2, quelques-uns, vraiment 2, une main. En fait, merci beaucoup. Posso responder? Em caritiana, a língua que eu estudo, Tupi, de Rondônia, é Marim, 2 Sapom, 3 Manhã, 4 The Other, 5, desculpas, 4 o outro, 5 a minha mão. E aí, minha mão e 1, minha mão e 2, minha mão e 3, minha mão e o outro, 2 mãos. E aí os pés. Alors, oui, pardon. Merci beaucoup. En fait, les témoignages étaient très très riches. En fait, et j'aurais plusieurs questions, mais vu le temps limité, je vais me contenter d'une. Wari, en fait, a livré un formidable appel au secours, enfin poignant. Hein, et ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, finalement, pour pouvoir aider Wari? N'y a-t-il pas un livre à écrire, en fait? N'y a-t-il pas quelque chose qu'on pourrait faire pour... Voilà. C'est une question complexe. Il y a des choses qui ont été faites, qui vont être faites, notamment une description de la langue qui a été faite grâce à 2 linguistes encore en activité aujourd'hui, un projet de manuel d'apprentissage du Troumaï qui reste à éditer. En tout cas, on a composé le premier volume. Il faut des financements pour l'imprimer. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui relèvent de dynamique sociale locale et qui sont évidemment pas d'un ressort extérieur, qui dépendent beaucoup de... Il y a aussi quand même beaucoup de choses à faire du côté de la valorisation du Troumaï et des Troumaï. Et ça, il y a plutôt un progrès ces dernières années. Ils étaient extrêmement stigmatisés sur la longue durée, puisqu'ils sont arrivés tard dans le Xingu. Parlant une langue isolée, ils ont été stigmatisés, y compris au sein du Haut-Xingu, pour avoir une langue jugée difficile. Et ça a fait partie des stéréotypes, un peu des stigmates de l'ethnie Troumaï pendant longtemps. Et au début de mon travail chez eux, au début des années 2000, les jeunes déclaraient avoir honte de parler Troumaï à partir de l'adolescence. Aujourd'hui, il y a plutôt une fierté d'être Troumaï, donc il y a eu un vrai changement qui est évidemment fondamental pour donner envie de réapprendre la langue. Cette volonté, elle est maintenant très présente et elle passe beaucoup par une demande de scolarisation, d'apprentissage dans un cadre scolaire dans le village de la langue. Après, pour ce qui est du maintien d'une communauté de parole vivante, ça, on l'a déjà un petit peu perdu, mais ça peut tout à fait revenir. Et moi, je retiens de l'intervention d'Aota cette idée qu'effectivement, sont des langues qui ont des registres de discours qui sont très axés sur la capacité de transformation qu'a la parole, selon le registre de parole qu'on emploie, et que ça paraît tout à fait cohérent et tout à fait, c'est une source d'espoir de s'imaginer que cette capacité de transformation de la parole peut s'appliquer à l'apprentissage de la langue elle-même. Chez les Troumaï, dans le Xingu, effectivement, pour les jeunes enfants, pour l'apprentissage de certains registres rituels, on a des remèdes, des incantations qui permettent d'accélérer, de faciliter cet apprentissage. Donc une généralisation de ces pratiques amérindiennes, une sorte de théorie à la fois linguistique et une théorie de l'apprentissage, au sauvetage linguistique, j'y avais jamais pensé et j'ai trouvé que c'était absolument fabuleux. Merci. Est-ce que vous voulez apporter une dernière réponse? Sinon, on va clore je pense qu'on va clore la table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous.